J'en profite pour remercier le plus chaleureusement possible toute l'équipe de la greffe fécale, parce que c'est quand même toute une aventure qu'on a débutée depuis 4-5 ans, j'en ai probablement oublié sur cette diapositive, mais plus de 200 greffes, c'est quelque chose qui est difficile à organiser. Sur le plan de l'épidémiologie de ces bactéries hautement résistantes émergentes, on a ce problème mondial, comme vous le voyez sur la diapositive, d'émergence d'entérobactéries porteuses de carbapénémase, avec différents mécanismes qu'on retrouve ici et qui sont responsables d'une part d'infection, d'autre part de colonisation, sans qu'on ait réellement de possibilité pour décoloniser ces patients. Les antibiotiques ne marchent pas, au contraire sont déconseillés et ça peut poser des problèmes thérapeutiques dans un certain nombre de situations. Si on se met en perspective la situation internationale pour Klebsiella pneumoniae, on voit qu'il y a un pourcentage de souches porteuses de carbapénémase de 0,7% en France sur des données 2013, c'est un petit peu plus important en Europe du Sud, et si on va un petit peu plus proche de chez nous, on voit qu'il y a en France l'apparition progressive, donc les données qui s'arrêtent en 2015 ici, d'épisodes groupés finalement d'épidémies, avec en région PACA une épidémie assez importante d'Oxa 48, de Klebsiella pneumoniae Oxa 48 qui a eu lieu dans la région de Nice. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un établissement de santé et qu'on a un patient porteur d'une bactérie de ce type-là? Eh bien, on est censé suivre les recommandations sur la prévention de la transmission croisée des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques émergentes. Et ces recommandations, pour les gens qui ont eu à gérer ce type de patients, sont des recommandations très difficiles à suivre, étant donné qu'il s'agit de faire du cohorting, il s'agit de faire des équipes dédiées. Il est intéressant de voir qu'on nous indique qu'il faut renforcer le personnel paramédical, ce qui est souvent un peu difficile, voire aléatoire, et que les patients aient un certain nombre de prélèvements négatifs avant de pouvoir lever les isolements jusqu'à 3 semaines de suite. Ce qui fait qu'en pratique, ça complique la prise en charge de ces patients et ça la complique pendant longtemps. Ce qui implique des surcoûts en termes de prise en charge. Dans ces travaux qui ont été faits par nos amis de Saint-Étienne et nos amis nantais, eh bien, il a été estimé, si vous voulez, que la prise en charge de ces épidémies avait un coût moyen de 100 000 € par mois supplémentaire, ce qui évidemment est difficile à assumer. Et surtout, l'autre problème, c'est que la colonisation est extrêmement longue, étant donné que dans ce travail, les auteurs ont montré qu'elle était en moyenne de 387 jours, donc ce qui fait la nécessité de prendre en charge ces patients dans des mesures particulières de façon excessivement prolongée. Ces patients, en plus, nécessitent, on le verra au travers d'un exemple à la fin de la présentation, une prise en charge en rééducation, prise en charge chirurgicale, prise en charge par chimiothérapie, ce qui pose des difficultés dans un certain nombre de situations. Donc, la greffe fécale, on vous en a déjà parlé, 3 voies possibles. La voie qu'on utilise, nous, c'est la voie nasogastrique, pour des raisons de facilité. Effectivement, la question, ça a été bien détaillé tout à l'heure sur la prise en charge du Clostridium difficile. Le premier case report concernant la tentative d'une décolonisation de ces bactéries date finalement de 2014 chez un patient. Alors c'est intéressant en plus, selon ce que vous a indiqué le professeur Raoult sur les infections urinaires à répétition, parce que ce patient était atteint d'infections urinaires à répétition Escherichia coli BLSE, et que finalement la greffe fécale lui a permis de diminuer ces cas d'infection urinaire, donc pas forcément par le mécanisme qu'on pensait, mais en tous les cas c'est le premier cas rapporté dans la littérature. Ensuite, on a rapporté en 2015 le cas d'une patiente qui était dans un établissement de soins de la région, si vous voulez, et qui n'avait pas de solution hormis le fait de tenter une décolonisation. Donc le protocole qu'on avait réalisé, c'était un lavement, une courte cure d'antibiotiques actifs contre cette carbapénémase sur 48 heures de traitement, et puis ensuite la réalisation d'une greffe fécale. On a depuis fait progressivement évoluer le protocole, mais finalement ça reste assez anecdotique dans la littérature, étant donné que dans cette revue d'août 2016, seulement 8 cas ont été rapportés, et si on les regarde dans le détail, ces 8 cas, vous inquiétez pas, je ne vais pas tout vous décrire, ces 8 cas sont souvent des gens qui ont été traités
pour un Clostridium difficile, une clogite à Clostridium difficile, et en pratique, il s'est avéré qu'ils étaient porteurs également d'une bactérie hautement résistante, et on s'est rendu compte que ça les avait décolonisés. Mais ce n'est pas vraiment des gens qui avaient fait ce type de traitement spécifiquement pour cela. Ensuite, on a quand même deux papiers plus récents, l'un d'une équipe parisienne, de la région parisienne en tous les cas, qui est assez décevante. Alors là aussi, hein, l'inclusion est un peu particulière, étant donné qu'on avait des gens qui avaient différents types de micro-organismes, des entérocoques résistants à la vancomycine, des Klebsiella pneumoniae. Là aussi, certains avaient un Clostridium difficile en plus. On verra dans le détail leur méthodologie tout à l'heure, mais en pratique, leurs résultats sont assez décevants, avec 2 cas de décolonisation sur 6, alors qu'on a une autre étude qui a été réalisée là dans des secteurs d'hématologie, qui là ont montré une décolonisation plus intéressante, avec 60% d'efficacité à 1 semaine, 75% à 1 mois. Dans notre expérience, donc ce travail que Nadia a mené de main de maître dans le service de fibromyalgie, une étude monocentrique avec étude rétrospective cas témoins, on a inclus des patients dont la prise en charge était différée, on verra certains exemples, et on a appareillé des contrôles non greffés sur l'âge, le sexe, l'espèce bactérienne, le type de résistance, les patients étant hospitalisés au même moment dans les services de l'assistance publique. On a observé l'effet de la greffe de microbiote digestif sur ce portage. On regarde finalement les populations avec 20 patients contrôle pour 10 patients ayant été traités par greffe de microbiote fécal, et les patients sont bien entendu comparables, et au final, on se rend compte que nos patients avaient un temps moyen de colonisation avant la greffe de 72 jours, et on a eu une efficacité de 80%, à savoir que 4 patients ont été décolonisés après réalisation d'une greffe de microbiote fécal, et 4 autres patients ont été décolonisés après la réalisation de 2 greffes de microbiote, ce qui a entraîné, on le disait tout à l'heure, la possibilité de transférer les patients dans des SSR, éventuellement au domicile ou dans des centres hospitaliers, le transfert en SSR étant malheureusement pour le moment relativement impossible, voire très complexe, si ces patients ne sont pas décolonisés. L'autre élément, c'est que quand on compare aux patients contrôle qui n'ont pas été greffés, on voit qu'il y a de façon significative un temps de décolonisation très bref, qui est de 4 jours et demi en moyenne chez les patients qui ont été greffés, contre 50 jours chez les patients qui n'étaient pas greffés. Et si on s'intéresse au cas individuel, l'un des exemples assez significatifs, c'est le second qu'on a greffé finalement, qui était un jeune patient de 20 ans qui avait été colonisé par une Klebsiella pneumoniae OXA48, qui était atteint d'une encéphalopathie anoxique dans les suites d'une plaie intracardiaque par arme blanche, et finalement il a pu intégrer un centre de rééducation bien connu de la région, spécialisé, qui lui a permis de récupérer beaucoup plus rapidement que ça aurait été le cas dans notre service, et 1 an plus tard il a recommencé à parler. Donc je pense que sur un bénéfice individuel, il y a quelque chose qui est effectivement excessivement important. Si on s'intéresse à la comparaison avec les 2 travaux, finalement les 2 petites séries publiées auparavant dans la littérature, on va se rendre compte de quelques petites différences. Chacun des travaux ont utilisé, deux des travaux ont utilisé la voie naso-duodénale, alors que le nôtre a utilisé la voie nasogastrique, mais avec les précautions dont on vous a parlé tout à l'heure concernant l'acidité gastrique. Concernant des antibiotiques, avant cette greffe fécale, notre travail est le seul à avoir utilisé cette technique. Les lavages ont été réalisés dans les 3 études. Simplement, nous, on fait désormais 2 lavages dans cette indication-là. Et on voit de façon intéressante que l'étude qui est la moins convaincante sur le plan de l'efficacité, il n'y avait pas de répétition des greffes de microbiote, et je pense que c'est un élément aussi important, comme on l'a vu tout à l'heure avec Mélanie dans la RCH. Je pense que sur la décolonisation des BHRE, il ne faut pas hésiter à répéter, si nécessaire, les greffes de microbiote fécal. Enfin, pour finir, ça c'est l'histoire finalement d'une cohorte au cas par cas. Je pense que le double avantage de cela, et le double avantage au travers de l'IHU, c'est cet exemple d'épidémie qu'il y a eu de Klebsiella pneumoniae OXA48 dans un service de l'assistance publique de façon récente, avec des patients extrêmement fragiles du fait de leur pathologie. On voit sur une période de temps très limitée 7 cas qui ont été déclarés dans un seul et même service, et finalement le fait de cohorter ces malades dans un service spécialisé rompu
à la pratique de l'isolement au 3e étage de l'IHU, suivi pour 5 malades d'une greffe fécale, a permis finalement de ne plus avoir de cas secondaires à partir du moment où les choses ont été prises en charge de cette manière-là. Dans le détail, c'est un peu difficile de vous donner des résultats définitifs parce que vous voyez, janvier 2018, je manque un petit peu de recul pour vous dire s'ils sont décolonisés ou pas. Certains étaient des patients très fragiles et sont décédés du fait de leur pathologie. Mais voilà, je pense que pour stopper une épidémie, c'est également quelque chose, une voie qui est relativement intéressante et qu'on peut pratiquer ici. Je vous remercie de votre attention. Répondre à vos questions si toutefois il y en a, je voulais remercier tous les intervenants de la qualité des présentations de ce soir. Il y a un point qui est très important qu'il faut préciser et qui nous amène, qui doit amener probablement une réflexion à faire ça contre le placebo, ce que je regrette parce que j'ai horreur des randomisés. Mais globalement, les antibiotiques, pourquoi nous on en donne et pourquoi les autres n'en donnent pas? C'est parce que pour penser que vous pouvez décoloniser un tube digestif avec des antibiotiques, il faut être un peu fêlé. Parce que quand vous avez 500 grammes de matière fécale dans le tube digestif, en particulier dans le côlon, ça absorbe absolument tous les antibiotiques qui arrivent justement. Donc ça ne peut pas marcher. C'est une des raisons pour lesquelles, probablement, que Clostridium difficile ça ne marche pas. C'est une des raisons pour lesquelles les traitements, la fixation sur les protéines est tellement, et l'inoculum est tellement énorme. Alors nous, microbiologistes, on sait ça. C'est-à-dire que si vous faites un antibiogramme en mettant 10 puissance 6 bactéries ou 10 puissance 8 bactéries, vous n'avez pas le même résultat. Ça ne marche plus, 10 puissance 8. Donc, une des raisons pour faire ça, c'est qu'on donne les antibiotiques après les lavements. On donne ça sur du côlon propre. Et donc, il y a une vraie question que moi je me pose de plus en plus, c'est de savoir si on n'a pas complètement déconné depuis le début, c'est-à-dire que les traitements antibiotiques de décolonisation ne marchent peut-être pas tout simplement parce qu'on fait ça sur du côlon. Donc si on faisait ça sur du tube digestif propre, c'est pas sûr, si tu veux, qu'on n'arriverait pas à les éradiquer. C'est une vraie question. C'est-à-dire essayer de penser les éradiquer avec du côlon sale, c'est pas raisonnable. On peut toujours essayer, les antibiotiques sont entièrement absorbés. Donc il y a une vraie question qui était, il faut commencer par travailler sur du côlon propre. Est-ce qu'il y a des questions? Écoutez, merci à tous d'être venus en tous les cas.